connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait, disait le Dalai Lama. Et ça marche aussi pour le gouvernement. Bienvenue dans l'Altagité. Le mardi 5 mai, nos députés sont restés sourds aux nombreux appels de la société civile de ne pas voter la loi sur le renseignement. Fête des voisins à Saint-Denis pour rassembler les riverains et la communauté rome au sujet de l'installation d'un campement dans leur commune. En Albanie, on fracture les sous-sols pour du pétrole au détriment de l'environnement et des habitants. Les proches des 43 étudiants massacrés au Mexique font le tour de l'Europe pour demander justice. En Grèce, l'Union européenne tente de faire céder le gouvernement par la peur. La loi sur le renseignement, vivement critiquée par une vaste coalition d'organisations, a tout de même été votée mardi 5 mai. Cette coalition, allant du Défenseur des droits au syndicat de la magistrature, en passant par Reporters sans frontières et la Ligue des droits de l'homme, a tout fait jusqu'au lundi soir avec l'aide de nombreux bénévoles pour essayer de découvrir le vote des députés et peut-être les faire changer d'avis. Malgré une forte mobilisation, la loi sur la surveillance a été adoptée mardi 5 mai à une large majorité par l'Assemblée nationale, au détriment des libertés individuelles les plus fondamentales. La veille du vote, dans le 11e arrondissement de Paris, une war room ou salle de commandement s'était mobilisée à l'appel d'associations et de collectifs citoyens afin d'interpeller nos élus sur la dangerosité de cette loi. On s'est mis ici, donc en plein Paris, on a collé les visages de tous les députés de l'Assemblée nationale, formé un espèce d'hémicycle. Et en fait, on a mis leur positionnement sur ce projet de loi. Donc les verts, c'est ceux qui se positionnent contre, donc ceux qui ont l'attitude qui nous plaise. Les rouges, ce sont ceux qui sont en faveur du projet de loi. Et puis vous voyez qu'il y a pas mal de petites bulles jaunes. Ça, c'est le résultat de notre travail de tous les gens que vous voyez toute la journée, qui en fait ont appelé. Donc c'est un exercice assez intéressant. Passer la journée à appeler, continuer à appeler les permanences parlementaires en circonscription à l'Assemblée nationale pour demander aux députés quel positionnement ils vont adopter demain. Une prise de conscience et une mobilisation au-delà des clivages habituels. Allô ? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur Yves Sancy, s'il vous plaît, qui est député de l'Aveyron ? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le bureau de monsieur Xavier Breton, s'il vous plaît ? À mon avis, ça risque d'être assez compliqué. Compliqué au point de n'avoir plus qu'en seul recours le dépôt de messages sur des boîtes vocales de députés désespérément muets. Voilà. Laissez un message sur le répondeur de monsieur Yves Sancy, député de l'Aveyron. Je viens d'appeler un député, le député Xavier Breton du groupe UMP, il me semble, pour essayer d'avoir son avis sur le projet de loi. Et voilà, ça répond pas. Comme une grande partie des députés cet après-midi, ça répond pas. Et ceux qui répondent, que disent-ils justement ? Alors il y en a beaucoup qui nous donnent des réponses vagues, il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous dire et tout. Il y en a beaucoup déjà qui ont des réunions demain matin pour connaître la position du groupe. Et il y en a plein qui ne veulent pas forcément dire publiquement leur avis, qui ont peur de ce qui va se passer après, s'ils donnent trop facilement leur avis. Donc c'est compliqué de leur arracher des mots des fois, oui. Un certain nombre qui nous disent au téléphone, j'ai pas envie de vous donner un positionnement. Ce qui est quand même alarmant en fait d'avoir des députés qui n'assument pas publiquement en amont leur position ou qui, la veille du vote, voire le matin même, ne sont pas en mesure de communiquer la position parce qu'ils l'ont pas encore prise. Atermoiement et renoncement des élus qui se sont traduits mardi 5 mai par l'adoption de la loi à une large majorité dans l'hémicycle. S'agit-il pour autant de baisser les bras ? Il y a le Sénat et on pense que c'est tout aussi important de faire du plaidoyer, d'argumenter, d'envoyer tous nos argumentaires, non seulement d'Amnesty International, mais aussi de la Quadrature du Net, la LDH, enfin toutes les associations qui sont vent debout comme nous contre ce projet de loi. Ensuite, il reste la saisine du Conseil constitutionnel, on verra. Il y a le président qui a annoncé cela. Il y a aussi un groupe, pour l'instant plutôt de droite d'ailleurs, qui a annoncé une saisine argumentée. Le fait que beaucoup de députés n'étaient pas suffisamment au courant des enjeux, c'est à la fois un peu affligeant, mais aussi, d'une certaine manière, un espoir, puisqu'on se dit que si c'est par manque d'information, si c'est par impossibilité d'avoir mesuré les risques, eh bien, il faut d'autant plus continuer. Et il faut continuer aussi à informer la population, car ce sont des électeurs qui pourront aussi faire pression sur les personnes qui vont élire. C'était une sorte de fête des voisins avant l'heure à Saint-Denis le 2
2 mai 2015. Plusieurs associations, en collaboration avec la communauté rome, ont organisé un rassemblement festif avec les riverains, inquiets de l'installation du bidonville à proximité de chez eux. Nous sommes le 2 mai 2015 à Saint-Denis, à côté de la gare RER, où un terrain a été investi par une communauté rome de Roumanie, expulsée quelques mois plus tôt d'un autre terrain situé à côté. À l'heure où la France attend les conclusions de l'étude qui vient d'être menée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU, et qui déjà pointait que des rapports soulignaient, je cite, une exclusion massive de Roms et des violences commises à leur encontre par des particuliers et des représentants des forces de police. Des associations de Saint-Denis, en collaboration avec les habitants du bidonville, organisaient une fête des voisins. Il s'agit d'organiser une fête afin d'essayer de créer de la bonne humeur dans le quartier en essayant de lutter contre la haine qu'il peut y avoir contre des populations qui vivent autrement. C'est parce que nous avons très rapidement, alors qu'ils s'installaient là, croisé des riverains qui sont venus nous dire qu'est-ce qui se passe là, mais pourquoi ils sont là, on en a marre, la saleté, le ceci, le cela. Donc nous avons dit voilà, les riverains nous interpellent, donc il ne faut pas attendre trop longtemps avant de faire quelque chose pour qu'ils se rencontrent et qu'ils voient que ce n'est pas si impossible de vivre ensemble ou à côte à côte. Je suis contente de cette initiative, de voir que les enfants s'amusent, jouent, qu'à travers cette initiative, les enfants peuvent aussi peut-être apercevoir la réalité de l'école, d'être avec les autres enfants. Ça ne peut être qu'une bonne chose, un bon début. Pour les Roms, les préjugés et les stigmatisations font long feu. On va dire que c'est la population la plus stigmatisée, avec des préjugés sur l'habitat, où les gens pensent qu'ils font exprès d'habiter les bidonvilles, qu'ils aiment ça, que c'est un choix de vie, qu'ils sont nomades, donc ils ont vocation à se promener de bidonville en bidonville, alors qu'on sait qu'en réalité, ce sont des endroits qu'ils investissent faute d'autre chose et qu'ils sont nomades par obligation parce qu'ils sont nomades quand on les expulse en réalité. Mais c'est une population qui a vocation et qui souhaite, comme toutes les autres immigrations, rester, vivre ici, habiter comme monsieur et madame tout le monde et avoir un travail. En attendant, les habitants du bidonville de Saint-Denis ont obtenu du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de demeurer là jusqu'au 9 septembre 2015, date après laquelle ils pourront être expulsés. Malgré les 400 flyers distribués dans les boîtes aux lettres du quartier, des affiches dans les magasins, la fête a attiré principalement des militants et leurs familles. Et si, selon les organisateurs, l'objectif n'a pas été tout à fait atteint, un grand pas a été franchi. Les 8 et 9 avril dernier, pendant le Festival international du film des droits de l'homme, 2 jeunes étudiants belges ont présenté leur exposition photo sur une multinationale canadienne, Bankers Petroleum. Cette multinationale exploite par fracturation hydraulique l'une des plus importantes réserves d'hydrocarbures des Balkans au sud de l'Albanie depuis 2004. L'occasion pour l'Altergité d'en savoir plus sur les impacts catastrophiques et peu médiatisés de cette exploitation. Dans la ville. Et quand on a vu ça, on me dit que ça faisait pas ce que ça veut dire. Quand on a demandé, voilà, c'est vraiment pour montrer que. Notre exposition porte sur une entreprise d'exploitation de pétrole en Albanie. C'est une entreprise canadienne qui exploite le pétrole dans la région de Fier. Il faut savoir que cette exploitation est la première exploitation d'Europe occidentale en termes de réserves. L'Albanie, le premier puits a été découvert en 1918 et d'abord ça a été un matériel soviétique en fait pendant l'époque communiste. Ensuite c'est les Chinois qui sont venus exploiter le pétrole et récemment en fait depuis la fin de la dictature communiste, c'est donc l'entreprise canadienne qui a passé un contrat avec l'État albanais pour 25 ans d'exploitation du pétrole. Donc ils pratiquent la fracturation hydraulique. Ce qui fait polémique en fait c'est ça, c'est pour le gaz de schiste. On utilise la fracturation hydraulique et eux le font pour extraire le pétrole qui est enfoui très profondément dans la roche. Donc ils utilisent cette technique qui consiste à injecter d'une manière très puissante de l'eau, du sable et d'autres additifs pour fracturer la roche et libérer le pétrole.
Il y a eu deux grosses explosions la semaine dernière qui ont, en fait, avec la pression du gaz, ont fait ressortir toute l'eau des nappes phréatiques d'une manière très violente. Il y a eu de fortes inondations et il y a 3500 personnes qui ont été touchées la semaine dernière à cause de ces deux explosions. Il y a énormément de problèmes de santé dans la région et on a passé une journée avec une scientifique qui a fait une thèse justement sur les problèmes que pouvait poser cette exploitation sur l'être humain. Le taux de soufre, le taux de mercure dans l'eau est 2 voire 3 fois supérieur au maximum autorisé. On a rencontré aussi un petit garçon de 14 ans qui a son poumon gauche atrophié de 70%. C'est une maladie qu'il a eue depuis sa naissance et qu'il a développée petit à petit. Et ça, c'est dû aux conditions dans lesquelles ils vivent et à l'eau qu'ils boivent tous les jours qui est complètement polluée. Il faut savoir qu'il y a des villages en fait, tout autour de cette exploitation. Les gens ont des puits de pétrole dans leur jardin. Et c'est quelque chose qui est presque intenable. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand on avait passé une journée sur le terrain, on était presque... On avait des problèmes pour respirer, on n'était vraiment pas bien. Et ces gens vivent dans ces conditions H24. Si leurs enfants naissent là-bas, ils ne peuvent pas partir. C'est des populations qui sont finalement, c'est une région assez pauvre, assez agricole. Ils se nourrissent des fruits et légumes qu'ils cultivent sur la terre. Ils boivent l'eau qui sort de la terre et tout est pollué. Et l'Albanie est un pays assez particulier où le système politique est encore assez corrompu. Donc ils ne croient pas en l'injustice. Ils n'ont finalement absolument aucun moyen de recours. Ils n'ont pas envie de toute façon de faire un recours parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Et donc ils sont finalement assez fatalistes. Alors l'Albanie est devenue officiellement candidate à l'Union européenne en juin 2014. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part des dirigeants européens pour qu'ils forcent en fait les entreprises européennes à arrêter d'aller piller en fait les ressources et qu'il y ait un vrai contrôle aussi sur les dirigeants albanais pour qu'ils arrêtent de passer en fait ces contrats et de laisser faire les entreprises et de piller en fait littéralement le pays. Est-il possible de vivre dans un pays où la disparition de vos proches est couverte par les autorités ? Les familles des 43 étudiants d'Ayotzinapa massacrés le 26 septembre dernier nous montrent que oui. Ils font actuellement le tour de l'Europe pour nous alerter sur cette politique de la peur. Serait-elle possible si nos dirigeants s'appliquaient plus à la dénoncer qu'à la fournir en armes ? Le 26 septembre 2014, les étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa manifestaient pour le maintien de l'enseignement public à Iguala, dans l'état de Guerrero, au Mexique. À la demande du maire de la ville, José Luis Abarca, les étudiants furent livrés par la police municipale au cartel de narcotrafiquants Guerreros Unidos. 6 étudiants sont assassinés, 27 blessés et 43 disparaissent purement et simplement. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, les policiers, dans les voitures policières, ont embarqué 43 étudiants, ils les ont séquestrés et il y a eu 50 survivants. S'il y a 50 personnes qui ont survécu, ce n'est pas par clémence des policiers, c'est tout simplement parce qu'on ne rentrait pas dans les camions. Les camions n'étaient pas suffisamment grands pour nous embarquer tous. Donc il faut voir cette journée du 26 septembre, ce crime à Ayotzinapa, il faut le voir dans un contexte plus global, car au Mexique, ce n'est pas la première fois qu'on viole les droits fondamentaux, les droits humains. C'est un climat de violence généralisée et de violation systématique des droits de l'homme. Mon rêve, mon aspiration, c'est qu'on retrouve mes 43 camarades, c'est que justice soit faite. Nous, personnellement, moi et les pères de famille et les parents de famille des élèves, on nous a détruit la vie, on nous a détruit tous les rêves. Les parents de famille ont dû arrêter de travailler. Nous, on a dû arrêter les cours. Donc, c'est pas vraiment un rêve, mais c'est une exigence que justice soit faite. Nous les voulons vivants! Cette semaine, une délégation parcourt l'Europe afin d'exiger le retour des 43 étudiants disparus. Bien plus que la dénonciation de la tragédie d'Ayotzinapa, cette délégation pointe du doigt le caractère endémique de la violence au Mexique, pays considéré comme démocratique pour bon nombre de pays européens. 60 000 morts et 25 000 disparitions ont en effet été dénombrées entre 2007 et 2014. Actuellement, on recense une disparition toutes les 2 heures au Mexique.
Le président mexicain Enrique Peña Nieto sera l'invité d'honneur des célébrations du 14 juillet 2015 en France, présidées par François Hollande. Gageons que le président se gardera bien d'évoquer la question des droits de l'homme. Le collectif d'Ayotzinapa Paris a adressé une lettre au président de la République, pour le moment restée sans réponse. Et pour rappel, en avril dernier, François Hollande avait décoré le président mexicain de la Haute Croix de la Légion d'honneur après lui avoir vendu des hélicoptères de combat. À chaque fois qu'on nous dit qu'un autre monde est possible, le monstre Tina surgit. TINA, c'est l'acronyme de There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. En dehors du libéralisme, point de salut. C'est ce que répète sans cesse l'Union européenne au peuple grec qui souhaite en finir avec l'austérité. Mais cette propagande commence à être un peu rouillée et le piège trop grossier. Au moment où les négociations grecques avec ses partenaires créanciers arrivent à un stade critique, la guerre des fuites diplomatiques fait rage. Comme d'habitude, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, y tient le premier rôle. Le nombre des moyens mis en œuvre pour propager la peur est cette fois-ci aussi bien vaste. Possibilité de sortie de l'euro, émission d'une monnaie parallèle, voire même l'éventualité d'un défaut au sein de l'euro. Tout a été prévu et relayé à profusion par les médias. Les déclarations qui abondent et les fuites diplomatiques n'ont bien sûr qu'un objectif. Obliger le nouveau gouvernement grec à céder aux pressions de ses partenaires et à appliquer les mesures prévues par leur mémorandum. De nouvelles coupes dans les retraites, des licenciements massifs, l'augmentation des taux de la TVA, la liquidation des biens publics. Les forces politiques de la droite européenne, internes et externes, réclament au nouveau gouvernement grec de suivre la ligne du gouvernement précédent et de se soumettre aux politiques mémorandaires. Et voilà que les médias grecs, qui soutiennent depuis des années l'interdépendance des intérêts privés et politiques, après une courte période de retenue face à la nouvelle situation politique, ont repris leur ton alarmiste en reprochant la position du nouveau gouvernement. Sans mémorandum, il n'y aura pas d'aide financière, disent-ils, alors qu'il y a un mois, ils prévoyaient des concessions de la part des créanciers. Le statu quo de l'oligarchie politico-médiatique tente ainsi de se reconstruire. Il mise sur le durcissement de l'attitude des créanciers, au mépris des conséquences désastreuses pour leur propre pays. Il reproche au gouvernement sa fermeté et son refus de poursuivre la politique d'austérité et de la dévaluation interne, malgré les terribles séquelles laissées au pays et au peuple. Toutefois, leur insistance à voir Alexis Tsipras se transformer en Samaras est vaine. Le Premier ministre, dans son interview à l'agence Reuters, a précisé que Athènes ne fera aucune concession sur les 4 points de désaccord avec les créanciers qui concernent l'emploi, la réforme des retraites, la hausse de la TVA, l'utilisation des biens publics. Le compromis recherché par le nouveau gouvernement grec ne peut que respecter obligatoirement le mandat clair du peuple grec, exprimé lors des élections de janvier. Que l'établissement mémorandaire ne nourrisse plus aucune illusion. Le nouveau gouvernement grec s'efforce de parvenir à un compromis équitable, mais il ne se soumettra pas aux diktats mémorandaires. L'équipe gouvernementale qui participe aux négociations a une stratégie claire afin d'aboutir à un accord intermédiaire qui mettra fin à l'asphyxie financière du pays, condition par ailleurs préalable pour pouvoir honorer ses obligations au niveau international. Le président du SDOI, service de contrôle économique, Yodros Chouliarakis, remplace le ministre de l'économie Yanis Varoufakis pour les négociations, car M. Chouliarakis aurait de meilleures relations avec ses partenaires européens. Et malgré les cris de guerre insidieux et les fuites hétéroclites, le gouvernement reste optimiste quant à l'obtention d'un accord d'ici la fin du mois. L'Europe a appris à vivre à travers ces désaccords, en synthétisant, en évoluant. Athènes a fait les premiers pas décisifs. Maintenant, c'est aux partenaires créanciers de couvrir la distance restante. Allez, après toutes ces bonnes nouvelles, on n'oublie pas qu'il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et du cœur. Ciao, ciao. Salut.